Bienvenue à cette table ronde consacrée aux chutes de hauteur. Vous l'avez vu, on est dans le sujet. Je me présente, je suis Isabelle Condo, je suis la rédactrice en chef du magazine Prévention BTP et c'est moi qui vais animer aujourd'hui cette table ronde. Alors vous avez pu le voir avec l'extrait de film qu'on vient de voir, la problématique des chutes de hauteur est une réalité et un enjeu fort dans le BTP. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et pour poser un petit peu le contexte, je vous propose qu'on fasse un petit point sur la sinistralité concernant les chutes de hauteur. Et pour cela, j'appelle à me rejoindre Manuel Martin qui est responsable de domaine à la direction technique de l'OPP BTP. Bonjour Manuel. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, quand on parle de chute de hauteur, on doit savoir de quoi on parle finalement et ce que ça représente. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques éléments chiffrés issus de la sinistralité ? Alors, je vais essayer de commencer par quelques repères. Donc, les chutes de hauteur, c'est la première cause des accidents mortels dans le BTP. Chaque année, on dénombre une vingtaine de décès, malheureusement, qui représentent 20% de l'ensemble des décès de la profession. Donc avec 24 décès en 2021, selon les chiffres de la Sécurité sociale, et 26 décès en 2022. En 2021, tous métiers confondus, les chutes représentent 44% des accidents de travail graves et mortels. C'est la première cause d'accidents graves dans le secteur de la construction. Est-ce qu'on peut donner les secteurs qui sont particulièrement concernés ? Alors, plus précisément, sur 5 accidents sur 10, 3 concernent le gros œuvre, 2 concernent la couverture zinguerie et 1 concerne l'écharpement de bois. Les autres accidents sont répartis dans les autres secteurs de la profession. Alors, si on augmente encore le focus, si on augmente encore la loupe, on peut dire qu'une chute mortelle sur 2 en couverture zinguerie fait suite à la rupture de toiture fragile ou un défaut de protection collective. Merci pour cette représentation des statistiques. Et alors, est-ce qu'on peut déterminer un profil type qui tombe en fait ? Qui sont les personnes qui tombent ? Alors, en 2021, on a fait le constat avec les accidents qui nous sont remontés. On a réussi en regardant d'un peu plus près les circonstances des accidents, de faire un profil et sur l'accident et sur le type de victime. Principalement, ce sont des gens en CDI, en contrat long, qui travaillent dans des TPE, PME. Ça apparaît à l'écran. Principalement en rénovation, chez des particuliers, pas chez des gros maîtres d'ouvrage, mais sur des petits clients. Et puis, sur des interventions extrêmement courtes, de moins d'une semaine. Ça, c'est le profil type des victimes des chutes de hauteur. Eh bien, merci beaucoup, Manuel, pour cet éclairage qui nous permet de planter un petit peu le décor et de comprendre l'enjeu. Je vous invite à rejoindre votre place. Donc, on l'a vu, le sujet, on va le redire tout au long de cette table ronde. Le sujet des chutes de hauteur, c'est un enjeu absolument majeur dans notre secteur. Alors, pour autant, les acteurs de la prévention ne sont pas restés inactifs sur le sujet. Depuis 10 ans, un grand nombre d'actions ont été engagées pour lutter contre ce risque encore trop fréquent. Et alors, on va en parler ensemble. On va faire un petit tour d'horizon de justement ce qui a été mené depuis 10 ans. Donc, pour en parler, j'invite Pierre Ramin de la DGT, Paul Dufil de l'OPP BTP, Anne Thiebaud de la CNAM, Christian Morel des services de prévention et santé au travail et Nicolas Morel de l'entreprise Toiture Morel. Je vous en prie, prenez place. Alors, vous avez un seul micro pour tous, donc il faudra passer à son voisin. Donc, bienvenue à tous, messieurs et madame. Donc, comme je l'ai dit, sur le sujet des chutes de hauteur, tous les acteurs se sont engagés depuis une grosse dizaine d'années dans des actions de terrain. On va commencer par vous, monsieur Ramin, donc vous êtes directeur général du travail. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que la DGT a fait depuis environ 2014 sur le sujet ? Parce que c'est à quoi la DGT a contribué avec l'ensemble des partenaires impliqués sur les enjeux de la prévention des risques professionnels. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci de m'avoir invité à participer à ce lancement. Peut-être juste pour dire, ça a été rappelé que les chutes de hauteur, ça reste évidemment l'une des principales causes d'accidents mortels, avec les malaises et le risque routier professionnel. C'est vraiment l'une des trois
principaux risques aujourd'hui, toujours prégnants, et avec et du coup l'un des risques prioritaires dans le cadre de notre quatrième plan santé au travail, sur lequel on a engagé un certain nombre d'actions. Alors effectivement, c'est pas nouveau les actions qu'on a mis dans le cadre du PST en matière de chute de hauteur. Peut-être juste rappeler que une précédente campagne avait été engagée en 2014 dans le cadre d'un partenariat auquel contribuait l'OPPBTP et particulièrement aussi piloté par un de mes prédécesseurs, qui avait été lancé le 26 mai 2014, travaux en hauteur, pas droit à l'erreur, donc voilà, qu'on a voir ressurgir à l'occasion du lancement de cette campagne. Et le déploiement de cette action, il avait donné lieu à une forte mobilisation. Sur 7 ans d'affilée, il y a eu plusieurs étapes, peut-être juste pour rappeler quelques jalons. D'abord, un courrier qui avait été adressé par le ministre du Travail de l'époque à 53 000 entreprises les plus exposées au risque, ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage, pour leur rappeler l'enjeu fort. Une mobilisation aussi en 2018 spécifique des artisans, des entreprises et des ouvriers du bâtiment, mais également des entreprises agricoles et des fonctions publiques au sens large, qui sont aussi très exposées aux enjeux des chutes de hauteur. Et puis globalement, en 2021, au terme de cette action, il y avait plus de 155 actions différentes qui avaient été engagées dans le cadre de cette grande campagne, qui avait touché près de 900 000 personnes quand on avait mesuré l'impact de cette large campagne de communication. Et notamment, à cette occasion, de clôture de l'action 2021, on avait par ailleurs adressé un courrier à plus de 250 000 entreprises du secteur du bâtiment pour leur rappeler à la fois l'enjeu et puis les aides et l'accompagnement dont elles pouvaient bénéficier dans ce cadre-là. Alors évidemment, ça a été, je l'ai dit en introduction rapidement, la chute de hauteur, ça reste un des axes prioritaires du quatrième plan santé au travail. C'est une mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs de la prévention. Peut-être juste donner quelques illustrations concrètes sur ce qui est mené dans le cadre de ce plan sur le sujet des chutes de hauteur. D'abord sur l'amélioration de la connaissance des situations de travail à l'origine des accidents pour pouvoir mieux orienter la politique de prévention, les messages de prévention. Évidemment, un ciblage particulier sur les métiers et les secteurs les plus exposés, auxquels évidemment le secteur du BTP contribue. Et puis une implication forte aussi des maîtres d'ouvrage, et notamment, ça ressort bien dans le rapide rappel statistique, autour notamment de l'enjeu des chantiers dans les maisons individuelles, qui sont sur les chutes de hauteur aussi, des sources d'accidents mortels le plus important. Et puis peut-être juste 2 derniers points sur notre mobilisation. Rappeler que le plan santé au travail, il est aussi décliné en région, et que juste pour vous donner un exemple qui a été présenté à la ministre aux partenaires sociaux le 29 avril dernier, quand on a fait un état d'avancement du plan de prévention des accidents graves et mortels dans les Hauts-de-France, une mobilisation très spécifique et renforcée autour de la prévention des... Voilà, et vous y reviendrez sans doute, ou peut-être, et en tout cas, qui traduisent quand même ce volontarisme qui n'est pas que national, qui est aussi porté par les acteurs sur les territoires. Et puis, dernier point aussi, parce que c'est une nouveauté depuis quand on avait lancé l'action 2014, c'est qu'on a renforcé les pouvoirs de l'inspection du travail en la matière par une ordonnance de 2016, avec la possibilité de renforcer d'arrêt de chantier. Peut-être juste pour illustrer qu'aujourd'hui, les arrêts de chantier auxquels peut procéder l'inspection du travail, c'est 3300 en 2023. Le dernier bilan consolidé, on a eu 3391 décisions d'arrêt de travaux prises par l'inspection du travail. Il y en a 3099, donc une rasante majorité, 91%, qui sont liés à une situation de chute de hauteur. Et peut-être juste pour illustrer, il y en a 2741, donc 88%, c'est les risques de chute de hauteur dans le secteur du BTP, ce qui montre bien que on contribue collectivement, y compris par le volet accompagnement, on l'a dit, mais le volet contrôle aussi à cette importante politique de prévention. Merci beaucoup, Monsieur Ramin. Donc en effet, depuis 2014, c'était votre prédécesseur, je crois que c'était M. Combrexel à l'époque. Alors Paul Dufil, l'OPP aussi, l'OPP-BTP depuis 2014 a mené pas mal d'actions en lien avec la DGT, la CNAM, on en parlera après. Qu'est-ce qui a été fait depuis tout ce temps-là ? Bonjour à toutes et à tous. Je vais rebondir sur les propos de Pierre Ramin, parce qu'effectivement, l'action qui a été lancée en 2014, je pense à l'époque, était l'action de plus grande ampleur qui avait été lancée, conjointement par un grand nombre d'acteurs de la prévention. Et moi, je vais dire quelques mots de plus sur ce qui a été en fait le phare de l'action de l'OPP-BTP, mais de notre action partenariale aussi. Je me tourne vers Anne Thiebaud de la CNAM,
puisque à cette occasion-là, OPP et CNAM, nous avons engagé une action qui était historique, je pense qu'on peut oser le mot, en termes de mise en commun de nos moyens, puisque nous nous sommes donné à l'époque l'objectif de contacter, d'accompagner 3500 entreprises, qui étaient en fait toutes les entreprises de 20 à 50 salariés dans les secteurs, effectivement, et ça rebondit sur ce que nous disait Manuel tout à l'heure, charpente, couverture, charpente métallique, gros œuvres. Et donc, il y a eu des prises de contact. On s'était répartis, effectivement, les entreprises entre CARSAT et agence OPP-BTP. Et il y a eu du démarchage individuel qui a été fait à ce moment-là. Alors, sur les 3500 entreprises, on a, in fine, réussi à en accompagner à peu près 2000. Sur ces 2000 entreprises, parce qu'on faisait des diagnostics de début et de fin d'action. Donc, on avait mesuré une progression dans les diagnostics d'environ 25%. Donc, ce qui est, je dirais, honorable. Alors, ça n'a pas malheureusement éradiqué, je dirais, le problème des chutes de hauteur. Mais on peut légitimement estimer, en tout cas, qu'on a vraiment contribué à faire progresser les choses. Alors, les actions qui ont été engagées ont été d'ordre très divers. Il y a eu, bien entendu, des actions d'ordre organisationnel, faire en sorte que l'entreprise identifie mieux le risque, identifie mieux les solutions pour y répondre, organise ses modes opératoires. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites également dans le domaine de la formation. Il y a eu à peu près 1300 actions de formation qui ont été menées dans le cadre donc de la campagne. On avait aussi, je dirais, accompagné tout cela avec des réunions d'information. On en a eu plus de 13 000 participants. Nous avons eu également, dans ce cadre-là, je dirais, tout un nombre d'actions de conseils individuels en entreprise. On n'a pas toujours réussi à engager des accompagnements au long cours, mais des conseils ponctuels, il y en a tout un nombre également qui ont été donc donnés. Et puis, on a souhaité poursuivre l'action parce qu'on avait bien le sentiment qu'on n'était pas arrivé tout au bout en 2018. Donc, on avait continué en élargissant la cible quelque part de nos actions aux entreprises de 10 à 20 salariés dans quelques domaines spécifiques. On avait visé encore le domaine de la couverture, qui est donc le premier exposé. On avait également ouvert nos actions aux entreprises qui font de la réfection de façade, donc le plus souvent des peintres, puisque là aussi, et on le voyait bien dans les petites entreprises, il y a des conditions d'intervention, des conditions d'échafaudage qui ne sont pas toujours parfaites. Donc, il nous semblait important de pouvoir accompagner au-delà donc les actions dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Paul. Alors, on va poursuivre avec vous. Anne Thiebaud, donc je le rappelle, vous êtes directrice de l'assurance maladie risque professionnel. Donc, pour compléter peut-être ce que vient de dire Paul Dufil, parce que tout ça, ça a été mené quand même en partenariat, les chutes de hauteur pour la CNAM, c'est un enjeu aussi majeur, c'est un sujet majeur. Voilà, comment vous travaillez sur le sujet? Absolument. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je représente la branche Accident de travail maladie professionnelle de la sécurité sociale, donc la plus petite des branches de la sécurité sociale. Et à ce titre, on indemnise les incapacités temporaires ou permanentes liées au risque professionnel. Donc c'est à peu près 12 milliards d'euros par an de dépenses de santé liées aux accidents de travail et maladies professionnelles. On est tarifié aussi puisque la branche est financée par les cotisations des employeurs et du coup, on développe des actions de prévention sur ces risques à indemniser et tarifés. Donc, on est dans cette logique relativement assurantielle. On a du coup une vision globale et nationale sur les 19 millions de salariés, les 2 millions d'entreprises du régime général, puisqu'on a évidemment cette couverture uniquement du régime général. Et à ce titre-là, et donc au titre des dépenses de santé, on a une vraie préoccupation sur le sujet des chutes. En général, c'est 20% des accidents de travail chaque année en France. C'est 25% des dépenses de santé, donc ça fait quand même à peu près 1 milliard d'euros par an de dépenses de santé pour les salariés qui sont victimes de chutes. Et spécifiquement, les chutes de hauteur sont les plus graves parmi cette typologie d'accidents. Alors, on l'a déjà vu, on continue, on va dire ensemble, à spécifier un peu ce risque. Et je le disais, les chutes, c'est 25% des dépenses d'accident de travail, mais les chutes de hauteur, c'est 34% des dépenses d'accident de travail. Ça veut dire qu'on a une vraie gravité particulière et très spécifique de la chute de hauteur. C'est en dépenses de santé près de 370 millions d'euros par an qui pèsent et qui incarnent malheureusement les frais de santé, les prestations, encore une fois, temporaires ou permanentes, qui sont versées par la branche aux assurés. Et du coup, au titre de la prévention des risques, la Caisse nationale d'assurance maladie, la branche AT-MP est évidemment largement partie prenante. Paul Dufil vient de l'évoquer. Dans cette campagne, nous sommes évidemment engagés au titre de partenaires avec tout le réseau et le maillage territorial de la branche, donc les CARSAT dans les régions, la CRAMIF en Ile-de-France, mais aussi les caisses centrales de sécurité sociale ou générales dans les DOM.
Donc, on est complètement partie prenante, à la fois sur l'ensemble des actions que Paul Dufil vient de lister, et puis pour travailler aussi dès la conception et pour utiliser aussi les antennes régionales de l'OPP-BTP dans ce partenariat qui n'est donc pas que national et qui se décline concrètement sur le terrain à l'échelle des territoires. Merci beaucoup. Alors, on poursuit le tour de table. Autre partenaire important de toutes ces actions qui ont été menées sont les services de prévention et de santé au travail. Donc, docteur Christian Morel, bonjour. Bonjour. Voilà, donc, est-ce bonjour que à tous. Voilà, vous pouvez vous expliquer un petit peu ce que vos services de santé au travail ont mené aussi sur cette thématique particulière? Alors, les services de santé au travail, sur une question comme celle-là, ils sont en première ligne et ils constatent les dégâts. Donc, les drames humains que ça représente pour les familles, pour les salariés. On parlait de toiture fragile. Je me souviens de quelqu'un que j'ai vu jusqu'à sa retraite qui a dit en passant sur cette toiture, j'avais toutes les chances de ne pas arriver de l'autre côté, mais il était midi. Donc, oui, il est pas passé. Il est passé à travers 7 mètres, handicapé à vie. Donc, 4 enfants, toutes les conséquences. Mais on a aussi les conséquences pour le collectif et on a les conséquences pour l'entreprise. Monsieur Morel en parlera probablement mieux que moi, des conséquences que ça peut imposer sur une entreprise et sur éventuellement sa survie quand les choses se passent mal. Donc, nous, notre action, on parlera plus spécifiquement de l'enquête, de la campagne actuelle, mais d'une manière générale, les services de santé au travail orientent leur action autour de 3 modules en quelque sorte. Le suivi individuel des salariés, en sachant que quand on est dans le BTP, on se doit, nous, puisqu'on connaît les conséquences, d'être vigilant sur tout ce qui est incident ou accident de manutention, de circulation et chute. Chute, dont chute de hauteur. Donc, ce qui veut dire que tous les médecins du travail, je parle en leur nom, ils diraient exactement la même chose que moi, lors des visites médicales, pour des gens du BTP, on a des focus à faire sur certains thèmes à ne jamais oublier, et notamment celui-là, puisque effectivement les conséquences, on en a parlé, donc on va faire simple. Il faut qu'on travaille sur aussi la vigilance et la prise de conscience des gens. Ça, c'est la partie individuelle, et on y tient beaucoup, et on a une certaine latitude dans notre organisation qui nous permet de dire les visites médicales, c'est tous les autant à ne pas se dépasser, mais si on décide de voir nos grutiers tous les 6 mois, on peut. Donc encore faut-il avoir le temps. Donc ça, c'est la plus grosse des questions. Alors, la deuxième chose, c'est le suivi collectif de l'entreprise. Il est évident qu'il faut qu'on soit perçu par l'entreprise, on demandera à M. Morel ce qu'il en pense, mais que le médecin du travail, l'équipe santé au travail est un partenaire. Donc, de manière à ce que nous répondions aux objectifs de la loi, la dernière loi santé-travail d'août 2021, qui consiste à travailler sur la prévention primaire. Donc, on se doit, nous, d'accompagner les entreprises sur tout ce qui est fiche d'entreprise pour la connaissance des risques. Maintenant, dans cette loi, on nous demande de participer à la visualisation ou à l'aide de l'entreprise pour ce qui est de son document unique. On fait aussi, autant que faire se peut, autant d'études de poste que l'on peut. Des fois accompagnées d'ailleurs en partenariat avec les institutionnels et les entreprises en général apprécient ça. Le but, ça a été dit, c'est de relever les situations accidentogènes à haut potentiel de gravité et d'aider l'entreprise en prévention à agir. Le but, c'est que si on voit Monsieur Dupont tous les 2 ans et entre deux, tout se passe bien, tant mieux. Donc, si on n'a pas à le revoir, on est très content et l'entreprise aussi. Et alors, le troisième volet, il est plus institutionnel, je dirais, c'est l'accompagnement dû notamment aux TPE, les petites structures, pour pouvoir, certes, visite médicale, certes, action sur le terrain, mais aussi des choses plus collectives. Vous parliez à juste titre du plan régional santé-travail 4, où effectivement, en Hauts-de-France, avec les partenaires, on travaille sur cette question des chutes d'auteur. Au niveau de notre service, par exemple, on a fait tout un travail sur la couverture, donc les risques liés à la couverture. Donc à ce moment-là, c'est des informations qui sont diffusées à l'ensemble des adhérents par webinaire, par e-learning, par mailing, de manière à travailler sur ces questions-là. Donc les 3 actions, suivi individuel auquel on tient, le suivi collectif d'entreprise qui est absolument nécessaire, et dans les notions de certification, il faudra qu'on puisse juger
pouvoir prouver qu'on a travaillé sur la prévention primaire, et puis des actions globales par branche et régionales sur ces thèmes-là. Donc les chutes de hauteur en font partie. Et plutôt les petites entreprises, vous l'avez dit, parce qu'on a vu le profil. La difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que sur les accidents, on sait comment ça se passe. Et il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les petites entreprises. Et le but, c'est aussi de faire en sorte que, je suis dans un service inter, donc il n'y a pas de priorisation des fiches d'entreprise. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais il faut que ce soit fait. Donc le but est que toutes les entreprises sur lesquelles des risques sont identifiés comme à haut potentiel de gravité, elles soient systématiquement visitées, accompagnées et les documents à jour. Et notamment les TPE, notamment du BTP par rapport à ces risques-là. Voilà un peu l'action globale d'un service de santé au travail. Donc en première ligne auprès des entreprises. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Alors, on a vu les partenaires, les institutionnels. C'est intéressant de se demander aussi comment ces actions ont eu un effet sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on vous a invité. Monsieur Morel, alors merci, pas de lien entre vous deux, je le précise, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Donc vous êtes dirigeant de l'entreprise Toiture Morel, qui compte, je crois, 26 salariés, si je me bien été renseigné par l'article qu'on a écrit nous-mêmes, donc j'espère que ce sont les bonnes informations. 3 apprentis et 2 intérimaires, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, donc vous êtes une entreprise familiale qui a environ 70 ans d'histoire. Et alors, vous êtes signataire de la charte couvreur, qui est une initiative qui a été menée dans votre région en Franche-Comté. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire 2 mots de votre entreprise et nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Oui, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Nicolas Morel, donc je suis le gérant, comme on l'a dit, de l'entreprise Toiture Morel, située à Giromagny. Donc c'est le territoire de Belfort, au pied du ballon d'Alsace, pour situer. Donc entreprise familiale, mon grand-père l'a créée en tant que plombier. Elle s'est transformée dans les années 80 en entreprise de couverture. Suite au décès de mon grand-père, mon père a repris la gérance. Et je suis gérant de l'entreprise depuis 2017. Mon père a pris sa retraite et moi je suis devenu donc gérant. De 15, on est passé à 30 aujourd'hui, avec les apprentis plus les intérimaires, 31 exactement. Donc voilà. Depuis 2012, l'entreprise a signé une charte. C'est la charte couvreur. Donc c'est une charte qui s'était créée déjà dans le territoire de Belfort. On voit le logo, on voit les images là, et puis les 4 éléments de la charte. Elle s'est créée suite à un accident de travail. En 2012, on posait de l'échafaudage qu'à l'égout. C'est-à-dire qu'au niveau du bas de pente, on posait rarement de l'échafaudage au niveau du pignon, comme on le voit là, sur la photo. J'ai un confrère qui a un ouvrier qui a glissé sur une bâche et qui a fait une chute en pignon. Il n'y avait pas d'échafaudage, donc il est tombé par terre. Aujourd'hui, il est comme votre collègue, il est handicapé, sauf que lui était beaucoup plus jeune. Suite à ça, des problèmes effectivement, de gros problèmes administratifs au niveau de l'entreprise, un coût aussi, et une obligation de poser de l'échafaudage en pignon. Faut juste savoir que c'est la loi, en fait, c'est la loi. Et personne ne l'appliquait. Voilà. Moi le premier, hein, donc ils n'avaient plus de chantier parce qu'effectivement, quand moi j'arrivais avec mon devis ou mes confrères avec juste un échafaudage à l'égout et que lui était obligé d'installer un échafaudage sur la périphérie, ces devis, il en avait plus trop, il a plus de boulot. Et puis il trouvait ça injuste que lui, effectivement, il a eu un accident, il l'a payé, ça reste toujours grave, mais en plus il avait le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de travail pour ses ouvriers. Donc, avec l'OPP-BTP, ils ont réfléchi à comment on pourrait faire pourquoi lui, on l'oblige et pourquoi pas les autres. Ils ont réfléchi à une idée puis de faire cette fameuse charte où les entreprises s'engagent à poser de l'échafaudage tout en périphérie de maison, former ses collaborateurs, ses compagnons, de l'échafaudage aussi aux normes. Et puis, après, je ne suis plus trop désolé. Mais voilà, donc en 2012, ils nous ont proposé ils nous ont fait la présentation de cette charte. Je l'ai signée immédiatement parce que je trouvais que c'était très bien. J'ai fait mon apprentissage dans l'entreprise familiale, donc j'y suis depuis très longtemps.
Moi, j'ai vécu des moments assez compliqués quand j'étais en haut des toitures pour réaliser certains travaux. Donc là, je me suis dit, c'est super, on va formaliser tout ça. On va être plusieurs à le faire et puis enfin, on va travailler dans de bonnes conditions et sereinement. Donc en 2012, on était 4. 2014, on était 5. Après, il y a eu un petit peu d'abandon de la charte pour des raisons économiques, simplement. J'ai voulu la relancer suite à un label que je passais, un label Amplitude, où je m'étais engagé, j'ai mis une piste d'amélioration qui était cette fameuse charte couvreur que j'allais relancer. Ce que j'ai fait. Depuis cette charte, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. On a plusieurs groupes. On a Dijon, Vesoul, Besançon. On a aussi dans le Jura, il me semble, et Territoire de Belfort. Et aujourd'hui, il y a 38 entreprises qui sont signataires de cette charte. Donc je suis content que ça fonctionne bien. Et on a de plus en plus de demandes pour adhérer. Voilà. Il y a une animation, j'imagine, entre toutes ces entreprises, une animation du réseau. Vous vous retrouvez, est-ce que ça vous aide à partager les bonnes pratiques, etc. Oui, tout à fait. Alors dans notre secteur, c'est Virginie Mangel qui s'occupe de l'OPPBTP. Elle est là depuis le début, elle continue à faire vivre cette charte. Elle est très performante dans ce qu'elle fait, une très très bonne animatrice. Elle fait des réunions de groupe, elle fait des petites soirées aussi où on invite des constructeurs, des pavillonneurs, des maîtres d'œuvre à venir et puis à comprendre l'importance de mettre de la sécurité. Alors là, on parle de l'échafaudage bien sûr, mais je n'oublie pas tous les métiers du bâtiment où effectivement un trou dans une dalle, c'est aussi dangereux qu'une personne qui n'a pas d'échafaudage. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très intéressant. Alors bon, on l'a vu, toutes les actions engagées sur les 10 dernières années. Malgré ça, une sincérité, on l'a vu avec Manuel tout à l'heure, qui reste forte. Alors pour tenir un peu comprendre un peu les tenants et les aboutissants, quand on parle du risque de chute de hauteur, il faut comprendre aussi quelle est la perception du risque. Et donc pour cela, l'OPPBTP a mené une enquête avec Via Voice du 5 février au 8 mars dernier, justement auprès des entreprises du BTP sur leur perception du risque chute de hauteur. Alors Paul, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les principaux résultats de cette enquête ? Peut-être un petit mot d'abord parce qu'on arrive, je dirais, dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc on vous a réunis aujourd'hui pour lancer officiellement cette nouvelle campagne que nous lançons en partenariat pour la prévention des chutes de hauteur. Et effectivement, après l'action au long cours qu'on avait menée de 2014 à 2021, nous nous sommes interrogés sur quelle modalité de déploiement d'une campagne pour être efficace dans la suite de ce qui a été fait. Retourner voir des entreprises de façon individuelle, en accompagnement individuel, nous semblait difficile parce qu'on a effectivement beaucoup sollicité déjà les entreprises qui sont les plus exposées. Et donc, il nous a semblé important, y compris au regard de ce que Manuel a présenté tout à l'heure, à savoir cette analyse un peu exhaustive d'à peu près 250 accidents de chute de hauteur qui ont fait ressortir la victime caractéristique finalement sur la personne qui est sur une petite opération du quotidien, qui n'est pas identifiée particulièrement comme dangereuse parce qu'il fait ça tous les jours, c'est un professionnel de son métier. Et nous savons qu'il existe déjà toutes les solutions et la question est, mais comment faire en sorte effectivement que les professionnels aient la bonne conscience du risque, qu'ils maintiennent cette conscience au quotidien de façon à se protéger, à agir en sécurité. Et donc, nous avons souhaité aller plus loin, effectivement, sur la compréhension de ce qui motive finalement l'action ou de ce qui ne motive pas l'action finalement d'un certain nombre d'acteurs, de professionnels dans ces métiers-là, d'où l'enquête que nous avons lancée. Alors, je me tourne un petit peu vers pour être sûr que je suis bien en phase avec ce qui est affiché. Il y a effectivement eu 300, ce sont des conseillers au PPBTP qui, globalement, sur le mois de février, sont allés à la rencontre de 327 entreprises, je dirais qui sont représentatives. On n'a pas les chiffres ici, mais je les ai là. Nous avions 25% de charpentiers bois, 38% de couvreurs, 37% de maçons et 46% des entreprises avaient entre 1 et 9 salariés. On a été très attentifs. Christian a largement parlé des TPE qui sont un public particulièrement concerné. 28% des entreprises abordées avaient 10 à 19 salariés, 22% 20 à 49 et 1% plus de 50 salariés. Et ce qu'a montré
donc cette enquête, oui, voilà, on arrive directement au résultat. Là, alors, la conscience du danger est présente. Moi, je crois qu'il y a une petite erreur. C'est pas 50%, c'est 95% d'entre eux qui disent identifier très clairement qu'ils sont sur des activités qui comportent des risques importants. En revanche, ils le savent d'autant plus que 75% des chefs d'entreprise, 62% des compagnons ont déjà vécu ou ont été témoins d'un accident de chute de hauteur dans leur entourage immédiat. Donc, c'est quelque chose qui existe et ils le savent. Néanmoins, on remarque que même s'ils ont conscience de ce danger, il leur arrive, et en tout cas dans le cadre de l'enquête, ils disaient se mettre au moins une fois par an dans une situation de risque, donc intervenir sans protection collective, voire sans protection individuelle, passer face à des situations à risque, par exemple très non protégées, et ne pas réagir, donc laisser la situation donc dangereuse telle qu'elle est. Alors, autre enseignement qui montre bien qu'on a un enjeu aussi quelque part dans la chaîne de construction, c'est qu'ils ils nous disent que leurs clients en général ne s'intéressent pas à la sécurité, mais ils nous disent en même temps que quand il y a un échafaudage, ceci est perçu comme un comme un signe de qualité de l'entreprise. Bon, ce qui ne les incite pas néanmoins tous à aller proposer, je dirais, d'entrée un échafaudage. Et puis, quand on va effectivement sur les chantiers, on constate effectivement toujours aujourd'hui un niveau d'équipement, d'organisation qui n'est pas au top dans un certain nombre de cas, puisque dans 80% des cas, on trouvait que c'était moyen comme niveau de sécurité d'organisation sur le chantier. Merci Paul. Donc en effet, oui, c'est 9 sur 10, 95% exactement qui ont conscience d'avoir un métier dangereux. J'ai repris mes petites notes. Alors, on le voit, ce qu'il faut en fait, c'est amorcer un déclic. Il y a des solutions qui existent, il y a une conscience du danger, mais quelque part, il faut aller un peu plus loin, faire prendre encore plus conscience. Et donc, c'est le but de cette campagne, ce pourquoi l'objet de cette aussi table ronde d'aujourd'hui, la nouvelle campagne donc, qui est lancée à partir du 21 mai jusqu'au 5 juillet. Alors, est-ce qu'on peut présenter quel sera le dispositif de cette campagne là qui sera menée avant l'été, pendant l'été? Alors, la diapositive qui vous est présentée présente d'abord les éléments clés de communication autour de cette campagne. Et alors d'abord, nous avons souhaité capitaliser sur la campagne qui a été menée de 2014 à 2021 en reprenant légèrement modernisé, je vais appeler ça ce logo, cet identifiant de travaux en hauteur, pas droit à l'erreur. Mais nous avons souhaité ajouter un slogan complémentaire qui fait justement écho à ce que l'on a analysé récemment sur ce qui est la cause d'une part non négligeable des accidents en hauteur, c'est-à-dire parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque à nouveau, la victime type, si je puis le dire comme ça, est un professionnel de son métier sur une activité habituelle et qui simplement a oublié la conscience. Comme on le dit, ce qui est très difficile dans les petites entreprises, dans les toutes petites entreprises, c'est que statistiquement, chaque personne est quelque part, heureusement, mais n'est concernée directement par un accident grave ou un événement grave ou mortel que de façon rare, malgré tout. Donc, dans une grande entreprise, je dirais, les chiffres de statistiques font que le chef d'entreprise sait qu'il y a une probabilité élevée qu'un accident arrive au sein de son entreprise. Dans la petite entreprise, on ne voit pas ça chez soi, parce que nous, on est bon, nous, on est habitués, on sait faire, on sait que ça arrive aux autres, mais justement, le souci, et on le voit bien au travers d'un certain nombre de témoignages dont je redirai un petit mot, on croit que ça va arriver qu'aux autres, et non, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, on prend ça, je dirais, comme élément clé pour porter le message de cette campagne. Deuxième élément important que nous avons donc retenu, et que l'on découvrira dans quelques minutes, nous organisons finalement cette campagne autour d'une fiction, autour d'un petit film. Alors, on a vu on va appeler le teaser, le petit film donc, de teasing en introduction, donc qui nous servira effectivement à relancer le thème, par exemple, sur les réseaux sociaux, donc en version courte. Mais nous avons donc préparé un film qui fait 7 minutes, si mon souvenir est bon, qui aura un double objectif, d'une part de développer cet enjeu donc, autour des chutes de hauteur, et il a une vertu pédagogique, donc il servira pour cette campagne, il servira également
après la campagne pour justement aider à aller former donc les personnels en entreprise en allant illustrer tout un nombre d'étapes qui, si elles avaient été perçues différemment, si la réaction, si l'action des professionnels avait été différente au moment, serait sans doute arrivé à une suite différente. Alors, pour mettre tout ceci donc, je dirais, en lumière, la campagne cette année va d'abord s'organiser autour d'événements. Alors, on va avancer de 2 diapos, je crois, puis on viendra en arrière après. Voilà. Donc, on fait d'abord une campagne vraiment de communication. Donc, les agences de l'OPPBTP, aidées par un certain nombre de nos partenaires, ont à ce jour, il y a 154 événements qui sont organisés France entière, donc qui vont avoir lieu grosso modo au mois de juin. Nous espérons réunir ainsi à peu près 6000 participants dans ces 154 événements. Alors, on avait pour objectif qu'il y ait au moins un événement par département, sachant que nous savons que l'une des difficultés de mobilisation des professionnels, c'est aussi la distance géographique. Nous passons tous, et surtout en région parisienne, trop de temps sur la route. Donc, il s'agit de créer de la proximité. Et ces événements qui dureront à peu près 1 heure seront donc, je dirais, cadencés avec un certain nombre de séquences. Le film donnera une trame. Nous aurons aussi, je vous parlais tout à l'heure de témoignages. Il y a un certain nombre de témoignages vidéo également que nous avons préparés, où des chefs d'entreprise qui ont été, des chefs d'entreprise et des salariés d'ailleurs, qui pour le coup ont été exposés, ont vécu directement des chutes de hauteur, viennent parler de leur expérience, parce qu'il nous semble très important effectivement de partager cette expérience, et que ceux qui croient que ça n'arrive qu'aux autres, effectivement, réalisent que d'autres qui pensaient comme eux auparavant, auraient aimé avoir finalement les leçons avant l'accident. Donc d'où cette construction. Et puis, il y aura bien entendu des parties interactives. Alors, en soutien, on va revenir à la diapositive précédente, nous déployons tout un dispositif en soutien donc de la campagne. On en voit quelques éléments. Il y en a qui sont affichés au mur également. Alors, comme pour chaque campagne donc de prévention que nous organisons à l'OPPBTP, il y a ce qu'on appelle la lettre de prévention BTP qui sera envoyée à toutes les entreprises adhérentes et un certain nombre, je dirais, d'entités que nous avons dans nos fichiers, donc des maîtres d'ouvrage également, car il est clair que le maître d'ouvrage qui, quelque part, détermine les moyens au travers des devis qu'il retient, c'est ce que vous disiez, si le maître d'ouvrage ne veut pas payer, ça pose quand même une difficulté à l'entreprise, bien entendu. Donc, on aura cet envoi-là qui sera fait la semaine prochaine, la semaine d'après. Et sachant que chaque fois qu'on envoie donc, cette lettre de prévention BTP, on envoie toujours avec, au recto, on a une affiche, et là, on va envoyer une deuxième affiche, et on a préparé pour cette campagne un certain nombre de nouvelles affiches. Je trouve, je dirais, intéressant de vous signaler qu'un certain nombre de ces affiches sont issues d'un hackathon. Nous réunissons depuis 2 ans, 2 fois par an, en distanciel pour un grand nombre d'entre eux, l'ensemble des collaborateurs de l'OPPBTP pour justement identifier, générer des idées à même justement d'apporter des idées nouvelles pour ces campagnes. Donc, les affiches que vous voyez, pour une grande part d'entre elles, ont été préparées dans ce cadre-là. Après, on va avoir, je dirais, les dispositifs classiques de communication, Internet, les différents supports de publication de l'OPPBTP, le magazine, le site Internet, les newsletters. On va être très actif sur les réseaux sociaux, sachant que c'est aussi un moyen pour je dirais, toucher les petites entreprises qui sont moins sur les parties institutionnelles, mais qu'on réussit à sans doute mieux capter de cette façon-là. Nous aurons également des webinaires, y compris des webinaires pour la maîtrise d'ouvrage, un webinaire également avec un assureur, pour justement porter le message de la façon la plus large possible. Alors, j'en profite aussi pour dire que, bien évidemment, cette action, et vous le voyez au travers des logos qui sont en bas des diapositives, c'est une action donc, qui s'engage sans partenarial. Donc, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés d'abord l'État, bien entendu, et cette action s'inscrit dans le cadre du plan santé travail numéro 4. Donc, l'assurance maladie avec qui nous continuons, bien entendu, à travailler sur le sujet. Les services de santé au travail, à commencer par les services de santé BTP, même si, question, il y a un service interprofessionnel. Mais nous avons aussi d'autres acteurs qui ont souhaité s'associer. Donc, on retrouve la Caisse nationale des agents des collectivités locales, la CNRACL, qui revient avec nous sur cette campagne. Puis nous avons, alors, bien entendu, je dirais, les acteurs du BTP, organisations professionnelles, organisations syndicales salariées, qui vont relayer cette campagne également auprès de leurs adhérents. Nous avons également quelques grands noms du BTP. On a
On a 2 assureurs importants, très identifiés BTP, SMA BTP, Pro BTP, qui vont également relayer, mais également des partenaires du type loueur, réseau de distribution. On a eu plusieurs demandes d'ailleurs pour pouvoir s'associer et qui vont nous aider par exemple à organiser une partie de ces réunions. Certaines se passeront dans des locaux de ces partenaires. Merci beaucoup Paul pour ce panorama. Alors vous avez parlé du film qui est un petit peu le point d'orgue de la campagne. Et je vous propose qu'on le découvre tous ensemble maintenant. J'ai envie de vous demander une petite réaction sur le film et j'ai envie de commencer par vous, Monsieur Morel, Nicolas. Parce que je crois savoir que il y a peut-être des choses qui vous parlent un peu dans le film quand même. Le rapport père-fils, vous qui venez d'une entreprise justement familiale. Oui, tout à fait. En 2012, justement, quand j'ai signé cette fameuse charte couvreur qui nous imposait, en fait, qu'on s'imposait de poser l'échafaudage sur la totalité de la maison, mon père était un peu réticent, en fait, un peu comme le papa, comme on a vu dans le film, où on a essayé une charte, ok, c'est bien, mais bon, faut y aller, quoi. Faut avancer. Donc, je me suis battu contre lui. J'ai dit non, on met de l'échafaudage, on a signé une charte aujourd'hui, on s'y tient et puis c'est l'avenir. Sa crainte était de ne plus avoir de chantier, je pense un peu comme ce qui est évoqué dans le film aussi, et comme beaucoup de personnes qui n'osent pas mettre de la sécurité en fait sur le chantier, c'est une erreur complètement. Moi depuis que j'ai repris l'entreprise, depuis 2012, on n'a jamais baissé au niveau du travail. Tous mes chantiers, que ce soit un garage, une petite maison ou une très grosse maison, ont tous de l'échafaudage quoi qu'il arrive, en périphérie. Et mes compagnons ne sont plus prêts à travailler sans sécurité. Et je pense qu'on ne peut plus dissocier sécurité et qualité. Aujourd'hui, quand on travaille en sécurité, en fait, on n'a plus que la qualité à penser. Et c'est pour ça que moi j'ai énormément de travail, énormément de demandes. Et ce n'est pas une histoire de prix d'échafaudage, c'est vraiment une histoire de qualité de travail. Merci. Docteur Morel, un petit mot sur ce film ? Moi, d'abord, je le trouve très bien fait, il est très représentatif de ce qui se passe. C'est quand même beaucoup plus sympa pour un médecin, le médecin que je suis, de voir tout le monde festoyer après une semaine compliquée, de manière agréable, plutôt que d'aller à l'enterrement du petit jeune et de voir croiser le regard de la maman. Donc voilà. Alors, moi, j'ai retenu prévention, qualité business. Je dirais aussi approche économique de la prévention. Il y a des tas de travaux là-dessus qui ont été d'ailleurs menés par l'OPP et qui prouvent que c'est un investissement. Et donc, pour nous, médecins, là, un des points clés, et c'est là-dessus qu'on va insister, nous, dans notre participation par rapport à la campagne, c'est franchement changer le comportement de perception des opérateurs, mais aussi des encadrants. Et si on a des managers comme vous, monsieur, qui mettez en avant les bonnes pratiques, ce sera beaucoup plus facile de faire en sorte que ça se passe bien. Donc effectivement, le salarié doit être conscient du risque. Ça doit passer aussi par son maintien d'un état de vigilance significatif. Donc nous, on va travailler là-dessus et on va briefer nos collègues de façon à ce que systématiquement on soit attentif à ces questions-là, de manière à ce que l'attention reste forte et surtout, il faut arriver à convaincre le décideur qu'il ne perd pas son temps mettant un échafaudage, la preuve, et qu'il y a des moyens, et c'est quand même lui le patron. Et une fois que le patron impulse, ou sur d'autres chantiers, le chef de chantier ou le chef d'équipe dit ce sera comme ça, on travaillera en sécurité. Mais c'est une question de comportement aussi. Important, merci. Monsieur Ramin, même question du coup. Qu'est-ce que vous en pensez de ce court-métrage ? D'abord, peut-être juste parce que, effectivement, souligner pour avoir, avec les équipes de la Direction générale du travail, participé à la création du clip d'information nationale qu'on avait fait à l'automne dernier. Je sais que c'est un travail évidemment considérable et c'est très, très réussi, je trouve. Et ça met bien en valeur, et c'est ça que moi je retiens, je dirais, c'était aussi un peu ce qu'on avait mis dans le cycle de la campagne nationale sur à la fois, c'est évidemment responsabilité de l'employeur, mais vigilance de tous. Et ça met bien en valeur là dans la vidéo là, les enjeux de responsabilité aussi, partagée, de vigilance collective sur les sujets
qui implique évidemment l'employeur au premier titre, et à travers le sujet de l'accompagnement à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques, où on a encore, c'était évoqué tout à l'heure, l'enjeu de la mise en œuvre de la loi du 2 août 2021, de faire en sorte que toutes les entreprises se dotent de ce document unique et le partagent avec les services de prévention de santé au travail notamment. Et on a encore beaucoup de chemin à faire sur le sujet. Et puis on revient aussi le rôle, et que c'est pas, j'allais dire, ça a été dit, business, sécurité, qualité. C'est bien mis en avant aussi la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, et que sur ces sujets-là, si on arrive à dépasser la crainte que l'on peut avoir de la position des clients, du client que l'on voit, on voit qu'il y a, ça c'est bien intégré dans une approche, je dirais, d'intérêt partagé. Je trouve que c'est vraiment très bien mis en valeur dans le film. Et puis même aussi un point de préoccupation que nous on a eu aussi fortement ces derniers mois, et qu'on voit dans la dernière scène sur le lien aussi avec les familles, les victimes et les familles, qu'on voit en gros dans la scène finale, qui est un enjeu aussi de mobilisation très fort qu'on a au ministère, notamment avec l'inspection du travail, et qui est en première ligne aussi quand des accidents surviennent, dans des circonstances un peu différentes des médecins, mais qui sont aussi en contact avec les familles. On voit aussi que derrière ces armes humaines, il y a, au-delà des entreprises, il y a des personnes, et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse dans ce film en 7 minutes, mais en quelques minutes, et voilà, je voulais le saluer aussi, après l'avoir vu, pour la deuxième fois. Merci beaucoup. Anne Thiebaud, vous connaissez la question? Oui, je connais la question. Je vais essayer de pas être redondante, mais c'est vrai que je découvre le film et je trouve d'une grande qualité. Donc bravo, parce que c'est quand même pas un sujet totalement évident à traiter. Effectivement, avec une pluralité de points de vue qui est vraiment riche. Je trouve que le message retenu, qui est de dire intégrer la sécurité ou la prévention en général comme un réflexe en exercice professionnel. Alors là, c'est un saut de génération qu'on voit, mais il ne faut pas non plus stigmatiser évidemment ce fait générationnel-là. Mais on est vraiment aujourd'hui dans ce qui doit devenir un réflexe de prévention. C'est le principal frein aujourd'hui. C'est ce changement culturel qu'il faut faire, quoi. Il faut arriver à porter tous, autant qu'on est, cette culture de prévention, y compris dans les plus petites entreprises, les plus petites structures qui sont quand même évidemment un peu moins, qui en sont un peu moins proches. Et puis juste en rajouter sur tout ce qui a été dit, je trouve ça intéressant de voir aussi les clients, le visage des clients et le ressenti des clients, parce que je crois que pour le coup c'est très vrai, quand on est aussi de l'autre côté de la barrière comme client, on peut apprécier, et c'est vrai que c'est un gage de sérieux de voir un couvreur arriver avec l'échafaudage sans forcément l'avoir spécifié, ou voilà. Donc bravo, c'est un bel exercice. Paul? Je l'ai vu plus que 2 fois. Oui, j'imagine. Écoutez, moi je dois d'abord commencer par dire merci à celles et ceux à qui on doit le film. Alors il y en a un qui se reconnaîtra, qui a poussé cette idée. J'étais pas forcément pour au tout début, là, j'étais un peu réticent. Ils ont eu de la pugnacité, ils ont eu bien raison. Donc merci à nouveau. Je souhaite aussi remercier. Alors il y a bien sûr l'équipe du film. Je trouve qu'on a eu une société de réalisation et des acteurs que je trouve formidable, qui effectivement ont très bien réalisé, ont très bien joué. Et puis un remerciement aussi particulier pour l'entreprise qui a accueilli l'équipe du film. On voit leur camionnette, on voit leur nom, leur logo. C'est l'entreprise La Faille qui est en Dordogne, si je ne me trompe pas. On ira les voir au mois de juin pour avoir une projection avec eux et les remercier directement. Quelque part, c'était osé, audacieux de leur part, de s'exposer comme ça. Donc un grand merci à eux. Et j'aimerais justement rebondir un petit peu plus loin sur ce qui a été dit. Alors bon, moi aussi j'ai beaucoup apprécié prévention qualité business. Plus il s'appelle Paul, celui qui le dit, donc je suis deux fois sensible. Et puis quelques petites choses notées au fil du film, justement, qui montrent bien ces enjeux que l'on veut mettre en avant au travers du film. Un moment, le père qui dit « T'inquiète pas, c'est moi qui monte ». Et on sait bien, on le voit nous dans d'autres travaux qui sont faits par exemple sur l'intérim. Quand c'est dangereux, c'est moi qui vais, moi patron. C'est pas la bonne solution entre nous, parce que les patrons qui tombent, malheureusement, ça arrive. Je pourrais raconter beaucoup d'histoires que je garde en tête, que je garde en mémoire, sur des accidents de ce type-là. Il y a aussi le souvent ça passe. Et de fait, les signaux faibles, on en a énormément dans nos métiers. L'enjeu, c'est de les capter et de réagir. Et d'accepter que la réaction, finalement, ne coûte pas cher, mais souvent est un investissement qui va contribuer à la qualité, à la productivité. Donc, il faut savoir entendre bien les signaux.
Il y a une partie aussi pour montrer qu'on n'est pas défaitiste par rapport à tout ça. L'innovation est là. Alors là, on montre le drone, mais des innovations, il y en a énormément. Il y a énormément d'innovations dans les matériels, même sur les échafaudages. C'est des choses qui évoluent en permanence. Et il s'agit effectivement que les uns les autres se saisissent de tout cela. Et puis pour terminer, je rebondirai sur ce qu'a dit Yann précédemment. Le regard du client, qui est un point effectivement très important. Et que souvent, je pense que des entreprises n'ont pas la bonne perception du regard du client. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, il y a un petit dicton que j'aime bien appliquer au BTP. Comme disait ma grand-mère, on n'est pas acheté riche pour acheter pas cher. Et dans le BTP, c'est vrai. Parce qu'autant quand on achète un t-shirt, si ce n'est pas de la bonne qualité, c'est souvent pas un gros enjeu pour le remplacer. Quand on est dans la construction, c'est même pas forcément le coût qui est le problème principal. C'est le fait de devoir refaire les travaux. Vous changez des fenêtres, finalement, ce n'est pas la bonne qualité. Refaire, c'est de nouveau la perturbation du chantier, les saletés, les trucs à reprendre. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en avant beaucoup plus fortement auprès des clients qui sont réceptifs. En tout cas, tous ceux, comme le disait Anne, qui ont l'expérience des travaux, savent qu'il ne faut pas mégoter là-dessus parce qu'on a besoin que ça dure. Merci. Donc, ce film qui est vraiment le pilier de la campagne. Alors, pour finir, pour revenir un petit peu sur la campagne, on peut peut-être dire 2 mots de l'accompagnement des partenaires encore. Voilà, on a parlé de tout le dispositif. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Dr Morel, ce qui va être fait au sein des services de santé au travail pour accompagner le dispositif pour les entreprises. Déjà, relayer le principe de la campagne et faire savoir à tous qu'il y a une campagne. Donc, c'est déjà... ça a l'air basique, mais c'est peut-être pas négligeable. Et donc, ça commence le 21 mai, pour nous. Mais au 5 juillet. Voilà, donc jusqu'au 5 juillet. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, les services de santé au travail qui acceptent de participer, en principe, ils ne peuvent pas dire non, parce que c'est quand même un enjeu majeur et les conséquences, on les a évoquées dans le film et vous les connaissez potentielles. Donc, en santé au travail, quand on parle de prévention primaire, on ne peut pas rester en dehors de ça. Donc là, il y a une démarche collective de relais de la campagne, d'informations données dans les salles d'attente, de choses intéressantes passées sur les écrans télé en salle d'attente. On prend contact avec les entreprises de manière à les sensibiliser par rapport à cette action. Et le but pour nous, ça va être de faire en sorte que pour les entreprises à haut potentiel de gravité dont font partie le BTP, il y a un contact systématique qui permette de dire il y a une campagne qui est en marche et donc elle existe. Comment vous pouvez la faire vivre chez vous? Donc, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Pour moi, la chose essentielle, c'est la volonté des parties de vouloir faire en sorte qu'on fasse quelque chose. Et nous, hélas, on a quelques arguments. On parlait aussi de la maîtrise d'ouvrage. Il est évident, j'ai pas envie de voir tomber. Moi, j'ai fait des travaux chez moi. Il y a eu 3 devis, un à l'échelle, nettement moins cher, et 2 avec des échafaudages. Bon, c'est sûr que vous devinez dans lesquels j'ai choisi. Si jamais quelqu'un était tombé, voilà. Donc, à côté de moi, il y a une petite mamie qui a fait aussi des travaux de toiture. Elle a fait tout en sécurité. Elle dit, c'est pas à mon âge que je vais avoir des ennuis et passer au tribunal. Donc, voilà. Donc, faisons... Donc, ça, il y a les mentalités évoluent et donc, la maîtrise d'ouvrage doit être concernée. Et donc, ça, c'est la démarche collective, la démarche individuelle. Chaque salarié va pouvoir bénéficier du petit questionnaire, parce qu'on espère qu'ils considéreront que ça ne leur prend pas trop de temps en salle d'attente, de façon à ce qu'ils puissent être sensibilisés à cette question, avec parallèlement à ça, je l'ai évoqué, la notion de prise en compte d'un bon état de vigilance pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire ça passe par les consommations addictives, ça passe par les prises de médicaments, ça passe par le suivi d'un diabète, d'une tension. Donc ça veut dire aussi sensibiliser tous les salariés qu'on peut être amené à voir, ainsi que nos collègues
médecins, de façon à ce qu'ils se disent c'est porté actuellement, il faut qu'on soit attentif à ça, parce qu'effectivement, en cas de choses difficiles, quand ça se passe mal, on sait aussi venir demander au service de santé au travail, au fait, vous l'aviez vu que quand en visite médicale, est-ce qu'il y a une notion de perte de chance ou autre? Et des fois, quand il se passe quelque chose, on dit, tiens, on aurait peut-être pu faire quelque chose et autre. Donc, c'est l'occasion. Et donc, il y a un focus qui va être mis sur toute cette période par les services de santé. Merci beaucoup. Pierre Ramin, question aussi au niveau de la DGT, partenaire donc de la campagne. Comment vous allez accompagner ce dispositif? D'abord, peut-être au niveau national, on va mettre en visibilité la campagne. Via le site internet du ministère, il y aura une page spécifiquement dédiée à cette campagne. Ce sera lié évidemment au niveau régional par nos directions régionales et en lien avec les partenariats régionaux mis en place autour des plans régionaux santé au travail, 4e génération des PRST. Et peut-être aussi, il y a un écho de cette campagne dans 3 actions concrètes là, qui vont être engagées. D'abord, dire que à l'automne, la ministre a souhaité que la campagne de communication nationale qui avait été portée à l'automne dernier soit renouvelée. Donc, il y aura un écho et on trouvera une manière de faire écho à cette campagne spécifique vu l'importance et les enjeux que les chutes d'automne dans le secteur du BTP représentent. Ça a été rappelé. On a dans le cadre des actions inscrites dans le 4e plan santé au travail aussi une action particulière d'analyse plus approfondie des accidents liés aux chutes de hauteur pour approfondir aussi les messages et l'adaptation des mesures de prévention au-delà même du secteur du BTP à l'ensemble des secteurs qui sont concernés principalement par ce risque. Et puis la dernière action concrète aussi qui permettra aussi de faire écho à cette campagne, c'est en 2024, on a une campagne nationale de contrôle de l'inspection du travail qui décline une campagne européenne qui est prévue sur les accidents du travail et qui va plus particulièrement travailler sur quelques 3-4 secteurs privilégiés, dont le secteur du BTP. Ça sera aussi du coup l'occasion, dans le cadre de la mobilisation de l'inspection du travail sur les territoires en lien avec les partenaires sociaux du secteur aussi, de s'appuyer sur les supports de cette campagne pour faire passer ces messages de prévention, parce que l'un des leviers, un des objectifs de notre campagne de mobilisation de l'inspection du travail, c'est le couplage du lien contrôle, prévention et information qui sont en fait complémentaires et qui permettent de démultiplier aussi l'efficacité des messages de prévention qu'on passe collectivement. Surtout qu'on l'a dit, c'est 21 mai, 5 juillet, mais ça ne s'arrête pas au 5 juillet. Les actions continuent, tous les supports sont encore disponibles. Anne Thiebaud, vous aussi, au niveau de la CNAM, donc vous allez accompagner tout ce dispositif partenaire avec la DGT, avec les services de santé. Donc comment ça va se traduire concrètement ? Alors effectivement, bien sûr, on l'a dit précédemment, étroitement associé sur cette campagne et en relais actif. Alors évidemment au niveau régional, on l'a vu, j'y reviens pas tellement. Au niveau national, bien sûr, sur nos médias propriétaires de l'assurance maladie, la Galaxie Amélie assurée aux entreprises, nos réseaux évidemment spécifiques à la branche assurance maladie risque professionnel. Donc on est complètement engagé sur ce relais-là. Et puis on a des leviers peut-être un peu plus spécifiques sur les actions concrètes proposées, puisque de fait la branche propose aussi des subventions ou des aides financières pour les entreprises en aide directe qui concernent évidemment le secteur du BTP. Il y a des aides financières qui sont d'ailleurs dans leur construction qui associent les organisations patronales et syndicales de la gouvernance de la branche AT-MP, qui aboutissent à des conventions nationales d'objectifs qui sont signées sur le secteur du BTP, du bâtiment, des travaux publics, et récemment même avec les maîtres d'ouvrage. Et de ces conventions nationales se déclinent des contrats de prévention régionaux par lesquels on accompagne à peu près 200 entreprises chaque année pour des projets alors plutôt au long cours qui permettent de mettre en place et d'implanter dans les entreprises vraiment des mesures de prévention collective d'ampleur. C'est près de 6 millions d'euros par an de contribution de la branche à ces travaux. Alors on ne finance pas tout, mais on cofinance avec les entreprises concernées. Il y a des aides financières également sur les TPE-PME, donc des entreprises de moins de 50 salariés, qui là peuvent bénéficier de subventions. Alors sur le secteur du BTP, c'est à peu près des subventions de 10 000 euros, pareil, pour cofinancer
en général des achats d'équipements, mais ça peut être de la formation aussi. Et le secteur de BTP en est bénéficiaire à hauteur de 8 millions d'euros par an. Je dirais comme d'autres secteurs, voilà, il n'y a pas de spécificité et on est sur l'ensemble des risques liés au secteur, pas uniquement le risque de chute de hauteur, mais évidemment dedans, on retrouve la couverture du risque de chute, par exemple sur des certains types d'échafaudage. Voilà, et puis pour finir sur la spécificité peut-être de l'action de la branche, et pour rebondir aussi ce que tu disais, je crois, Paul, à l'instant, il y a un vrai levier. J'évoquais les TPE tout de suite, et le film est très orienté évidemment sur les plus petites entreprises. On a évidemment à investir aussi. On a commencé, on voit que ça porte ses fruits, le lien avec les maîtres d'ouvrage. On a des actions sur les années précédentes qui montrent que l'accompagnement des maîtres d'ouvrage, ça marche, ça fonctionne. C'est ce qui permet, en incluant des dispositions particulières dans les marchés, par exemple, et en s'assurant que les donneurs d'ordre respectent bien leurs engagements, on peut améliorer les choses de manière très concrète sur les chantiers. Des dispositions de la branche ont été incluses de cette manière-là, et on a pu vérifier qu'à 70 ou 80% d'entre elles, a posteriori, elles étaient bien intégrées. On a notamment des points autour de la mutualisation des échafaudages qui sont hyper intéressants et qui portent vraiment leurs fruits concrètement. Alors, c'est démarré, je pense que ça reste encore devant nous, mais si on veut avoir des impacts opérationnels d'ampleur, je pense effectivement que ça fait partie des leviers très concrets en rebond de ce type de campagne sur lequel on peut encore aujourd'hui agir. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre table ronde. Avant de passer aux questions, je vais vous laisser la parole. Alors d'abord Paul et puis Monsieur Ramin pour conclure. Merci Isabelle. Écoutez, tout d'abord, moi je souhaite remercier l'ensemble des partenaires de cette campagne, parce que c'est ensemble que nous sommes puissants pour passer les messages. Et j'aimerais en mettre deux en lumière de façon un petit peu particulière pour terminer. Nous avons besoin de la mobilisation des organisations salariées. Alors, un petit mot qui sort de la TPE, mais dans les entreprises plus importantes, il y a des instances représentatives du personnel. Et à leur intention, nous avons aussi développé dans le cadre de la campagne des outils qui sont vraiment destinés aux membres des CSE, voire des C2SCT, quand ils existent. Pardonnez-moi pour toutes ces autonomatopées compliquées du métier. Et puis enfin, je citerai en fait tout ce qui est formation initiale, à commencer par les CFA. C'est un domaine d'action tout à fait prioritaire de l'OPP-BTP. Former les jeunes générations, faire en sorte que les jeunes acquièrent les bons réflexes, les bonnes connaissances, les bons gestes du métier, qu'effectivement intervenir avec un échafaudage soit une évidence et d'intervenir sans échafaudage soit un interdit automatiquement compris et je dirais porté par les jeunes. Et donc là encore, dans le cadre de cette campagne, nous avons préparé des outils aussi pour les centres de formation donc en apprentissage, pour aider les formateurs à passer effectivement les messages auprès des jeunes. Et c'est une dimension à laquelle je suis personnellement très attaché et je ne suis pas le seul. Et puis, je dirais en dernier mot, je ferai un petit clin d'œil à la fin du film, qui est effectivement un moment de réjouissance. Et je trouve ça important parce que l'objectif de cette campagne, c'est aussi pour que le travail reste avant tout une belle aventure humaine, riche de sens, qui rapproche les hommes et les femmes dans le travail. C'est bien le sens profond de notre action au quotidien. Si Paul, Monsieur Ramin, du coup, le mot de la fin pour vous. Je n'ai pas prolongé beaucoup, si ce n'est encore remercier le groupe BTP et son directeur notamment pour l'énergie mise et pour la belle réussite de cette campagne. Je pense que pour nous et pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la prévention des risques professionnels, c'est évidemment essentiel de démultiplier des actions avec cette ambition, parce qu'on se mobilise et on communique et on ne se mobilise jamais suffisamment sur ces enjeux-là. Et donc, pour cela, merci à tous et merci de m'avoir invité à y participer aujourd'hui. Merci à tous de vos interventions. Alors, je vous propose de poser vos questions, si vous en avez. Bonjour, Bonjour, Grégoire Fenet, AEF Info. J'ai deux questions. Première question, je ne suis pas certain d'avoir bien compris le bilan sur l'efficacité de la précédente campagne de sensibilisation. Vous avez pris comme indicateur au début le nombre de décès en 2022, 26 je crois. On part de 2014-2015 à combien et au niveau de la branche AT-MP, au niveau des dépenses consacrées à ces chutes,
On part de combien là aussi? Vous avez dit, il me semble, 1 milliard aujourd'hui. On était à combien en 2014-2015 pour avoir une idée un peu de la progression des tendances? La deuxième question, c'est pour M. Morel, chef d'entreprise. Juste sur la charte qui a été prise comme exemple, est-ce que c'était un élément de, pardon l'expression, de marketing au niveau des clients externes? Est-ce que c'est également en termes de marketing interne un avantage en termes de recrutement, sachant qu'il y a des tensions sur le marché du travail en ce moment? Est-ce que ça joue ce type d'élément dans les problématiques de recrutement? Et est-ce que par ailleurs, je voulais savoir, par exemple, les assureurs modulent leurs cotisations prévoyance quand vous inscrivez comme ça dans des types de démarches de prévention, de sécurité accrue? Voilà, merci beaucoup. On commence par la 2. Alors, la signature, en fait, c'est un état d'esprit. On n'adhère pas, en fait, à vouloir protéger ses compagnons. Aujourd'hui, on n'a plus l'idée d'acheter un véhicule sans ceinture de sécurité. Donc, un chantier, c'est le même système. On ne fait plus de chantier sans échafaudage. Donc, à la base, c'est pas pour du marketing. C'est vraiment pour protéger, pour sécuriser, pour faire... après, rajouter de la qualité, comme je disais tout à l'heure. Et oui, ça m'aide énormément à l'embauche. Je vous dis, de 2017 à aujourd'hui, en 7 ans, j'ai doublé mon effectif. J'ai 3 apprentis. Depuis le début d'année, j'ai eu 5 stagiaires, que ce soit du 3e à d'autres personnes. Et j'en ai une 6e qui arrive, c'est une architecte qui est en première année, qui doit faire un stage ouvrier. Donc, ils ont toujours cette idée qu'en venant travailler chez moi, ils seront en sécurité. En fait, ce n'est pas une question. Il n'y a pas de sujet sur la sécurité. Donc, que ce soit les familles, que ce soit les époux ou les hommes des personnes qui travaillent dans mon entreprise, elles sont toutes rassurées parce qu'elles savent qu'il n'y aura pas de sujet sur la sécurité. Tous les lundis matins, on fait un point sécurité avec l'ensemble du personnel. Des remarques sont faites, des idées sont émises et on y travaille tous ensemble. Et c'est du marketing parce que moi, sur le territoire de Belfort, on me dit Morel, purée, on le voit partout. Non, on ne voit pas partout, on voit mes échafaudages partout. Et j'en profite pour mettre de la pub. Et c'est pour ça que les gens savent que quand ils prennent l'entreprise Morel, il y a de la sécurité, il y a de la qualité. Et c'est pour ça que je n'ai pas de soucis non plus au niveau travail. Donc, au niveau de l'emploi, pour moi, c'est pas j'ai pas de sujet là-dessus. Au niveau de la qualification, ça, c'est encore autre chose. Et puis, au niveau du commercial, pareil, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais tout à l'heure, les clients ont bien intégré qu'on ne travaille pas sans sécurité et que si jamais le client souhaite avoir une entreprise qui travaille sans sécurité, ce n'est pas chez moi qui viendra. Voilà. Les assurances ne modulent pas du tout en fonction. Après, je ne cherchais pas à moduler mes assurances. Et pour en revenir aussi aux aides, si je peux juste faire un petit avis là-dessus. En 2021, moi, j'ai fait une demande d'aide à la CARSAT qui m'a aidé sur 80 000 euros d'investissement, que ça soit effectivement de la formation, sur de la conduite d'engin, c'était de la nacelle, puisque j'ai réinvesti dans une plateforme élévatrice mobile, que ça soit de la formation avec l'OPP-VTP, pratique prévention, pour les opérateurs. De 80 000, j'ai eu quasiment 17 000 euros d'aide. Donc ça soulage. Ça soulage parce que au-delà d'avoir cette subvention, ça me permet en fait de l'investir dans d'autres moyens de sécurité. Voilà. Merci. Alors la première question qui portait sur l'évolution, savoir un peu d'où on est parti. Alors très honnêtement, je ne connais pas le chiffre des décès en 2014. Ce que je crois savoir, c'est que année après année, on le dit largement au niveau national, le sentiment d'être sur un plateau, et en tout cas sur les accidents graves et mortels. Je rappelle que les taux de fréquence restent à la baisse année après année, et des baisses, je dirais, qui sont tout à fait notables, puisqu'on est sur des baisses de 3 à 5% du taux de fréquence par an. Alors même si ces dernières années, l'augmentation de l'emploi a conduit à une augmentation du nombre total d'accidents, et quand on prend le nombre d'accidents relativement
au nombre de salariés, la baisse a continué. En revanche, ces accidents graves et mortels, en chiffres bruts, effectivement, on est sur un plateau d'une centaine de décès dans le BTP par an depuis, alors hors accident de trajet et maladie professionnelle, donc une centaine d'accidents du travail donc identifiés comme tels par an. Les chutes varient toujours entre 20 et 30. Après, statistiquement, on est sur des chiffres qui ne sont pas représentatifs pour pouvoir mesurer effectivement le lien entre une action menée. Alors, je rappelle, 3500 entreprises, 2000 effectivement accompagnées, sur néanmoins 200 000 entreprises au total. Alors, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de très petites entreprises, que le nombre de 200 000 semble trop important, mais même si on n'en retient que 50 000, l'échantillon sur lequel on a pu travailler ne suffit pas, malheureusement, je dirais, à changer l'indicateur global sur la profession. Et ensuite, je vous rappelle qu'une autre difficulté que nous partageons d'ailleurs avec la CNAM, mais également avec l'État, dans l'analyse, des bénéfices des actions qui sont engagées, c'est que même les 2000 entreprises dont on parle, 10 ans plus tard, elles ont changé pour au moins 30% d'entre elles. Donc on a beaucoup de difficultés, à faire un suivi dans la durée, effectivement comptable de cette nature-là, sur l'effet précis donc de nos campagnes. Après, comme je le disais donc tout à l'heure, nous passons par d'autres moyens pour évaluer effectivement donc l'impact. Alors d'une part, il y a des éléments, je dirais, de perception, et les chiffres que l'on a montrés, y compris sur la perception du risque, nous, ce que l'on mesure, c'est qu'effectivement, les actions de ce type sont enregistrées par les gens, donc ils gardent quelque part l'idée dans leur esprit, travaux en hauteur, pas droit à l'erreur. Ce slogan est quelque chose qui a marqué, et comme je le disais, dans les entreprises que l'on a accompagnées, on vient mesurer en début et en fin d'action. On fait une sorte de diagnostic dans l'entreprise. Alors, sur des éléments d'organisation, d'équipement, on va sur des chantiers, et c'est comme ça que l'on peut mesurer une amélioration des éléments, je dirais, de moyens qui sont mis en œuvre par les entreprises en question. Moi, je m'autoriserai à appuyer ce que vous venez de dire concernant l'attractivité des métiers quand on prend en compte les conditions de travail. Parce que nous, on demande régulièrement, quand on voit des gens qui arrivent dans une entreprise, notamment quand c'est compliqué, pourquoi vous avez choisi ici? Et donc, dans la confidentialité de la consultation santé, ils peuvent se permettre de dire un peu ce qu'ils veulent. Je perds autant par rapport à ce que j'ai gagné avant, mais ici, on est respecté et on a de bonnes conditions de travail. Donc, les jeunes, notamment, les salariés ont repris la main par rapport à ces questions-là. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et dans les métiers, il y a énormément de difficultés de recrutement. Et donc, les bonnes conditions de travail, je peux vous dire, tous les jours, on a au moins quelqu'un qui nous dit ça. Je suis là à cause des conditions de travail. Et avant, c'était exclusivement le salaire. Maintenant, les gens mettent ça en avant. Donc, c'est un investissement pour que vous puissiez avoir du personnel et du travail, et qu'on voit vos échafaudages partout. Merci. Anne Thiébaut, vous vouliez ajouter un mot, je pense. Voilà, juste en réponse sur les dépenses, effectivement, de la branche. Alors, je n'ai pas non plus les chiffres des dépenses sur les chutes de hauteur il y a 10 ans, pardon. Je pense qu'elles sont sensiblement similaires, parce qu'on est sur des petits volumes, et qu'on a ce constat. Alors, les dépenses que j'évoquais, c'était 370 millions d'euros par an. C'est les dépenses de santé induites par les chutes de hauteur, spécifiquement au sein d'1 milliard, qui sont les dépenses induites par toutes les chutes. Voilà, pour repréciser peut-être mes propos. Et puis, ce qu'on voit sur l'évolution des dépenses de santé au sens santé au travail, c'est que l'incapacité permanente, c'est-à-dire tous les paiements de rente viagère, qui sont les accidents évidemment les plus graves, quand on est sur des tout petits volumes, finalement, il suffit d'une dizaine d'accidents de plus pour faire évidemment flamber les dépenses proportionnellement. De façon générale, elles sont plutôt stables, non pas parce qu'elles augmentent en volume, mais parce qu'elles sont aussi assises sur le salaire. Donc, vous avez des effets prix qui peuvent perturber la lecture purement en volume des choses. Et puis, on a, pour le coup, plutôt des augmentations de dépenses d'indemnités journalières, en fait, d'incapacité temporaire. Voilà, c'est plutôt ce qu'on note dans les signes d'évolution des dépenses, mais qui sont là très proches des dépenses de santé en général, plus que du monde du travail, puisqu'on est bien à cheval entre les deux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, là-bas, et je reviens après. Est-ce que vous avez le pourcentage d'accidents à l'échelle, à l'échafaudage et sur le toit? Malheureusement, non.
je vous rappelle que les analyses statistiques qui sont menées aujourd'hui ne vont pas à ce niveau de détail. Globalement, il y a certes ce qu'on appelle les éléments matériels, et ça, Anne pourrait en parler mieux que moi, puisque c'est effectivement la CNAM qui codifie et qui reçoit donc les informations donc de base. Ce que l'on peut dire en revanche, et ça je me tournerai peut-être vers soit Manuel, soit vers Sébastien, c'est que quand on analyse, nous à l'OPP-BTP, nous ne sommes pas, nous ne recevons pas toutes les notifications d'accidents, mais nous avons connaissance de quasiment tous les accidents mortels. D'ailleurs, on croise les données avec les services de l'État de façon très régulière et avec l'assurance maladie également. Et on a connaissance d'un certain nombre d'accidents graves. Et quand on regarde, donc on a une base de statistiques qui n'est pas exhaustive, mais qui donne de la régularité, ou en tout cas de la comparabilité année après année. Et quand on regarde les accidents que l'on a pu analyser, donc je vais me tourner peut-être vers Manuel, on voit quand même une part non négligeable. Donc Manuel disait que toiture fragile ou déficit de protection collective, c'est une chute de hauteur sur 2. Alors protection collective, ça peut être échafaudage qui manque, ça peut être protection de trémie qui manque. Après, en ce qui concerne les échelles, alors ça fait longtemps que tous les organismes de prévention mettent en garde sur les dangers du travail à l'échelle. D'autant plus que les échelles, malheureusement, sont souvent mal utilisées, mal stabilisées, posées un petit peu n'importe comment. Elles ne sont pas toujours de bonne qualité. Des échelles avec des échelons qui manquent, ça se voit encore sur certains chantiers. Mais tous les préventeurs, et je dirais d'ailleurs tous les groupes qui ont une représentation statistique en interne, ont bien constaté que l'échelle porte un lourd tribut dans notre pays, dans les accidents donc, de chute dans nos métiers. Bon, une estimation, non ? C'est très compliqué d'entrer dans le détail. Oui, écoutez, Est-ce que Sébastien, sur les 250 accidents que vous aviez étudiés, vous avez une idée en tête du nombre d'accidents qui étaient liés aux échelles ? Merci. Bonjour à tous. Sur un mot sur les échelles, on peut dire qu'effectivement, en termes de gravité, on va être sur des accidents qui seront un petit peu moins graves à l'échelle que sur des défauts d'échafaudage, par contre. Donc, bien souvent, on va avoir des échafaudages qui seront mal montés, qui ne seront pas complets, où on aura des accès par échelle sur l'échafaudage. Mais dans ceux-là, par contre, effectivement, la gravité sera bien supérieure à juste une réparation de gouttière à l'échelle, quoi. Donc, en pourcentage, vous diriez sur le toit 50% et 25-25 échelle et échafaudage ou... Non, sur une répartition comme ça, on ne pourrait pas faire une répartition de la sorte. Vous ne savez pas, quoi. D'accord. Bon, alors, le deuxième, je veux savoir, peut-être le chef d'entreprise, est-ce qu'il y a une réglementation précise de filet? Je crois que c'est quand les charpentiers font, non pas en rénovation, mais en construction, donc sous la charpente, il y a le vide. Et il y a surtout des fers, parce que moi je connais un couvreur qui est tombé, alors déjà tombé sur une dalle, mais tombé sur les fers. Et je crois que les charpentiers n'ont pas le droit, normalement, de travailler tant que les fers dépassent. Je ne sais pas si vous savez si c'est vrai. Alors. Et normalement, il doit y avoir à ce moment-là un filet. Bon, peut-être je me trompe, je sais. Bon. Non, pas du tout. Alors, au niveau des fers à béton qui dépassent, normalement, vous avez des cabochons. J'en ai pas ici. Vous avez des cabochons en plastique ronds qu'on installe sur les fers qui dépassent, qui sont mis en attente pour que le chantier puisse continuer. Donc, ce qui permet d'éviter en fait de s'enfoncer le pieu dans le corps. Ça, c'est une première chose qui doit être faite sur le chantier. La deuxième chose, c'est qu'on a une obligation de mettre un filet si jamais on a une poids de protection à l'intérieur du bâtiment. Donc, moi, je le rencontre souvent sur les granges où on a un grand vide et une grosse chute possible avec de dégâts assez importants. Au mieux, c'est de la terre battue et on peut s'en sortir. Si c'est une dalle, bien souvent, on s'en sort pas. Ouais, mais enfin, il vaut mieux une dalle qu'un fer. Un bon filet, ça suffit.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que je le prévois aussi dans mes chiffrages. Moi, dès que j'ai une partie qui n'est non protégée, le filet est mis quoi qu'il arrive. Donc c'est un coût supplémentaire. Et il doit être harnaché aussi ou non? Non, ils n'ont pas besoin d'être harnachés puisqu'il y a une protection collective qui est posée. D'accord. Les filets, on a aussi des filets qui sont posés en bas de pente, donc à l'égout, comme on le voit sur le film. C'est ce qui retient le jeune homme de la chute, de ne pas passer entre les deux barres d'échafaudage. On a une plate aussi qui est installée, qui aide non pas à simplement que les outils ne passent pas à travers l'échafaudage, mais une vraie utilité pour la chute du corps, parce qu'elle la retient. Et aujourd'hui, on n'a pas d'obligation pignon, c'est-à-dire sur les côtés des maisons, au niveau du filet, mais on a eu un retour sur un chantier où ça a été un peu compliqué. Donc, au niveau de la charte, on en a parlé. C'est ça aussi l'avantage de cette charte, c'est qu'on parle des choses dramatiques qui arrivent dans les entreprises, mais on parle surtout des solutions pour éviter que ça se reproduise. Donc aujourd'hui, on met des filets aussi sur les plateaux qui sont en pignon. C'est pas une obligation, mais on se l'impose. D'accord. Donc au niveau du budget, pareil, on a un budget qui est forcément plus élevé. Celui-là, on ne l'applique pas, mais entre prendre 10 minutes à poser des filets ou avoir un accident avec des problèmes déjà au niveau familiaux, parce que ça reste des pères de famille ou des mamans, bien souvent. Et puis aussi au niveau du chef d'entreprise, si vraiment il est amoureux de son entreprise, de ses compagnons, il sera marqué. Et ça sera forcément il y aura un impact aussi au niveau familial. Et après, il y a l'impact judiciaire, puisque vous avez tout de suite donc la gendarmerie ou la police où se trouve l'accident qui intervient, les services CARSAT et Inspection du travail qui viennent, et après donc il y a une grosse démarche administrative qui est mise en place. Alors cette démarche administrative n'est rien suivant la gravité de l'accident, bien sûr. D'accord. Juste rappeler, j'ai vérifié l'article R4534-99 du Code du travail qui fait l'obligation, notamment des filets. D'accord. Et juste sur les questions, une dernière... Non, mais juste une précision par rapport à la question que vous avez posée. Sur toutes les obligations, on a sur le site, on ne l'a pas redit, mais dans la campagne, évidemment, il y a une boîte à outils en ligne sur le site préventionbtp.fr qui reprend l'ensemble des solutions qui sont proposées aux coureurs, mais à d'autres corps de métier sur tout ce qui est chute de hauteur. Et il y a également toutes les questions-réponses en lien, donc vraiment là, toutes les obligations réglementaires. Donc là-dessus, vous trouverez absolument toutes les réponses à vos questions sur la réglementation. Merci. Je vous encourage vraiment à y aller. Et... Il y a une dernière question. Oui, alors c'est bon, peut-être pour le médecin, enfin je ne sais pas s'il est également psychologue, mais ce qu'on appelle les s'en fout la mort. Parce que moi j'en connais, les couvreurs... Les aquabonistes. Enfin, moi, ils me font peur, quoi. Enfin, ils s'approchent du bord du toit et bon, enfin, on dirait que bon, alors évidemment, s'ils font ce métier, c'est qu'ils n'ont pas peur, mais ça fait peur, quoi. Et eux n'ont pas peur, mais bon, à force de ne pas avoir peur, bon. Votre réflexion est tout à fait judicieuse. Il faut absolument qu'on soit plusieurs à intervenir. Et le levier santé, travail, psychologie, mais je reprends ce terme, il faut souvent qu'on agisse avec un peu de doigté ou alors de fermeté. Enfin, il y a quelques mois, j'ai eu 2 salariés d'une entreprise qui sont venus me voir en disant ça va plus, il va y avoir de la casse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils me l'ont dit en consultation. On est allé les voir et on a essayé de les sensibiliser et de faire comprendre à celui qui se prend pour Superman qu'il va avoir de la casse et qu'il suffit d'étudier ce qu'il a pu avoir comme incident jusqu'à présent et de lui dire, bon, la pyramide de Bird annonce que vous allez avoir un jour ou l'autre un plus grave. Et on les sensibilise, et je pense qu'on y arrive. Je ne voulais pas utiliser le terme, mais c'est vous qui l'avez utilisé, la judiciarisation, qui fait que le jour où il va y avoir un problème, il vaut mieux qu'on soit intervenu avant et qu'on vous fasse comprendre que
c'est compliqué. Donc effectivement, le droit de retrait, ça existe, et les salariés qui sont en difficulté peuvent aussi venir dans un cadre confidentiel, voir les services de santé au travail pour essayer d'avoir un soutien et un accompagnement, et c'est notre rôle d'y aller. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le 16 mars 2020, je pense que c'est une date dont on se souvient, le soir, le président de la République a pris la parole pour nous annoncer des choses qui n'étaient pas très agréables. À l'OPP-BTP, on avait décidé la fermeture de nos locaux à midi le 16 mars. Donc je rentre chez moi vers 14h. À peine j'arrive chez moi, qu'est-ce que je vois sur le toit, devant chez moi, des gars en train de courir comme des lapins sur le toit. Le patron et son apprenti. Pas de protection collective, pas de protection individuelle. Je dirais plutôt ils couraient comme des chats. On voit pas très souvent les lapins sur le toit, il est vrai. Bon. Je pouvais difficilement rester en face d'eux et ne rien faire et ne rien dire. Hein. Donc je suis descendu, je les ai interpellés en essayant de ne pas les effrayer pour éviter une chute brutale. Ils sont descendus et je commence à parler au patron qui m'est tombé dessus, à me dire que j'étais nul, que j'y connaissais rien. Que lui il était couvreur, il a pris la suite de son père, qu'ils étaient tombés tous les deux, ils n'étaient pas morts, donc comme quoi c'était pas grave. Bon, alors je fais ce que j'ai pu et alors après quand même le lendemain ils ont quand même mis une corde. Alors, c'était pas top, mais ils avaient une corde autour des reins qu'ils avaient accroché parce que comme c'était une construction ancienne, il y avait des crochets en toiture. Avant on prévoyait parfois mieux pour les interventions ultérieures. Et puis quand même, 15 jours après, il est revenu me voir en me disant « Ah oui, quand même, j'ai réfléchi, ouais, vous avez raison, il faudrait que je fasse des choses. » Bon. Alors, quelque part, ça illustre la chose. Oui, bien sûr, des trompes la mort, ça existe. Mais justement, c'est notre responsabilité. On parlait de vigilance partagée également, de savoir interpeller ces personnes-là. Et dans la plupart des cas, je crois qu'on réussit quand même à raisonner les gens parce qu'ils ont quand même la conscience que ce qu'ils font n'est pas parfaitement bien réglé et que ça pourrait se retourner contre eux. Oui, bonjour. Donc Pauline Chambos pour le Moniteur. J'avais une question pour Paul Dufil. Si j'ai bien compris, la campagne, votre enquête sur la perception a montré que la plupart des gens interrogés ont conscience du risque, mais se mettent quand même en danger au moins une fois par an. Est-ce qu'il y avait des questions sur les freins? Et au final, est-ce que c'est toujours le volet financier qui est mis en avant, notamment par les employeurs, pour ne pas, parce qu'ils ont conscience, mais ils se mettent quand même en danger? Et autre petite question pour Anne Thiebaud, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le dispositif dont vous parliez sur les échafaudages mutualisés, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que ce sont plusieurs entreprises qui interviennent sur le même chantier qui mutualisent ces équipements de protection collective ou pas? Merci. Okay, honnêtement, je n'ai pas souvenir qu'on ait posé ces questions-là dans le cadre de l'enquête. Hein. Après, je crois que je reprendrai prévention qualité business là. Et je me permettrai un commentaire sur ce que disait M. Morel. Que vous avez dit de façon détournée. Puisque vous avez dit quand il y a la sécurité, on ne pense plus qu'à la qualité, on ne pense plus qu'à la productivité. Donc, dans les freins, je pense que la question de l'habitude est un frein plus important qu'effectivement l'enjeu de la dépense et de l'investissement. Oui, juste très simplement sur la mutualisation des échafaudages, ça fait partie des top préventions, en fait, des mesures opérationnelles que la CARSAT promeut auprès des maîtres d'ouvrage, ce qui est une démarche encore relativement récente. Et mettre en commun les échafaudages pour les différents corps de métier qui interviennent, ça évite évidemment un certain nombre de problèmes, y compris leur multiplication ou leur absence parfois. Donc c'est simplement ce type de mesure qui est préconisé, et ce que je disais juste, c'est qu'on a pu évaluer si ces mesures qui étaient portées par les préventeurs des CARSAT auprès des maîtres d'ouvrage étaient effectivement mises en œuvre de manière conforme, et on a vu qu'avec effectivement le bon accompagnement, on y arrive et les messages passent, donc ça vaut le coup. Et peut-être ça rend compte aussi sur les aquabonistes, ça fonctionne. Après, il faut encore faut-il que ces échafaudages soient conformes. Et j'en profite pour ajouter que sur le site préventionbtp.fr, on a fait un article justement sur mise en commun d'échafaudage. Et il y a eu un cas prévention et performance. Alors je pense à Virginie, on a fait un article assez récemment qui fait témoigner les entreprises. Donc c'est intéressant de voir sur le terrain comment ça se passe. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Eh bien, alors on clôture. Merci à tous et merci à tous et à toutes d'être venus.
Voilà, on vous laisse peut-être profiter du buffet. Et merci encore. Merci.